Après avoir évoqué les conséquences personnelles et psychologiques de la Seconde Guerre mondiale sur les photographes au travers de ces courants de la photographie subjective et de la photographie humaniste, intéressons-nous aux décennies qui suivent cette période. D'abord, en faisant un petit pas de côté par rapport au domaine de la création artistique, et parlons de la photographie dans la société de manière plus générale. Il est intéressant de noter que dans cette période de 30 glorieuses qui suit la Seconde Guerre mondiale, les ménages s'équipent en appareils photo. Alors ils s'équipent parce que les appareils photo sont plus simples d'usage et meilleur marché. L'instamatique et le Polaroid sont des appareils comment dire, qui connaissent un réel succès dans cette période. Euh, Ils sont bien entendu portés par un marketing nouveau, d'une industrie comment dire, qui se développe, dont les infrastructures se développent pour permettre justement une utilisation beaucoup plus large de la photographie, une utilisation par les masses en quelque sorte. Cette utilisation par les masses, elle est bien entendu aussi portée par l'omniprésence de la photographie dans les journaux, dans les revues, dans les publicités. L'image photographique se banalise en quelque sorte, les procédés d'impression permettant des représentations, des reproductions de photographies toujours avec une meilleure qualité d'image. Et, euh, et donc voilà, donc la photographie finalement rentre dans les foyers comme un moyen de documentation finalement de l'histoire familiale, des voyages, des événements heureux et ainsi de suite. Dans, euh, dans le champ de la création artistique, la photographie s'institutionnalise pendant cette période. Des expositions consacrées à des photographes sont organisées dans des lieux consacrés de la culture, comme au Museum of Modern Art, où on présente au début des années 70 le travail de Stephen Shore, qui est un des tout premiers photographes à être exposé en couleur pour son travail artistique. Donc il est intéressant de noter là que 70 ans après l'invention des plaques autochromes par les frères Lumière et 100 ans quasiment après l'invention du premier procédé couleur en photographie, la photographie en couleur entre enfin dans le champ de la création artistique. Une autre transformation intéressante à noter dans cette période, c'est la transformation de la photographie documentaire qui, qui se trouve un nouveau débouché dans les galeries d'art. En effet, les tirages de photographes documentaires s'exposent et se vendent dans des galeries qui sont portées par un marché de l'art florissant. Cette entrée du documentaire en galerie, elle est en partie due aussi à une sorte de glissement technique intéressant qui s'opère à cette période-là, qui voit les photographes se mettre à utiliser des appareils photo grand format pour la réalisation de leurs images. Donc en recherchant en quelque sorte une plus grande qualité d'image, la qualité de l'image ayant une plus grande importance par rapport à l'immersion peut-être qui était proposée précédemment. Évidemment, il ne s'agit pas d'un glissement qui concerne tous les photographes documentaires, mais il en concerne suffisamment pour être intéressant de le noter. Une autre transformation de l'approche documentaire arrive par le travail de Bernd et Hilla Becher, qui, avec leur typologie, ont introduit un nouveau regard sur le rapport à l'objectivité en photographie. Alors, je les mentionne ici très rapidement, mais je tiens à souligner l'importance de leur contribution dans la deuxième moitié du XXe siècle en ce qui concerne la photographie documentaire. Ils auront inspiré quelques très grands noms de la photographie de la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment Andreas Gursky, dont je vous invite à découvrir le travail par vous-même. Voilà, donc on va maintenant terminer ce petit chapitre et on se retrouve pour parler de réflexions sur la photographie de manière beaucoup plus conceptuelle.